Attaque mardi dans le nord du Bénin, selon des sources militaires. Les positions de l'armée ont été prises pour cible par des colonnes d'individus armés à moto. Alors, Dieudonné, y a-t-il eu des revendications? Il y a des revendications jusqu'ici, je ne crois pas officiellement, mais on connaît déjà les groupes qui opèrent dans la zone. Là, nous sommes dans la zone des 3 frontières où les attaques djihadistes se multiplient depuis quelques mois déjà. Mais la triste réalité, c'est de vivre encore ce scénario après seulement quelques heures de l'investiture du nouveau président de la République, Romuald Wadani. Pour l'instant, on dénombre officiellement 4 morts au rang des militaires, des blessés de part d'autre, et aussi au rang des terroristes. On dénombre aussi des morts, et il y a même des sources qui estiment que les terroristes ou alors les djihadistes ont dû évacuer certains corps, ils ont dû fuir avec certains corps. Là, on ne saura précisément dire ce qui motive encore cette nouvelle attaque. Et de par le passé, on pourrait peut-être penser à ces sanguinaires qui se réfugient beaucoup plus de l'autre côté du Burkina Faso et qui viennent semer la terreur sur le sol béninois. Moi, je dis, à un moment donné, ces attaques doivent maintenant interpeller ces 3 pays à collaborer. Heureusement, lors de l'investiture la dernière fois, j'ai vu en bonne position des délégations des pays du Sahel qui ont assisté à l'investiture de Romuald Wadani. Cela veut dire qu'il y a un nouveau pont qui doit maintenant être installé entre ces pays pour pouvoir coordonner les activités. Parlez déjà des solutions que le Bénin doit prendre pour lutter contre ces terroristes. Je propose. Jacques. Non, je crois que d'abord présenter les condoléances à l'armée béninoise par rapport parce qu'il y a eu 4 morts dans les rangs de l'armée au Bénin. Il y a également des décès dans le rang de ces djihadistes. Quand vous parlez par exemple de revendications, oui, le JNIM a déjà revendiqué cette attaque. Et c'est leur façon de souhaiter peut-être bienvenue à Wadani. Donc c'est le JNIM qui est actif oui, c'est le JNIM. zone. Depuis un certain temps, c'est le JNIM qui est actif. Et quand vous voyez ce qui se passe également au Mali, c'est eux. Le Burkina également, c'est le JNIM. Donc je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faut également retenir, c'est que les djihadistes ont compris que d'un moment à l'autre, l'étau va se resserrer contre eux. Parce que, comme le confrère le disait tout à l'heure, lors de l'investiture de Wadani, nous avons vu une dimanche délégation, dernier, donc. justement, nous avons vu une délégation du Mali, une délégation du Niger, une délégation du Burkina. Donc c'est pour vous dire que bientôt il y aura effectivement une coalition entre ces pays-là par rapport à ces attaques. Donc je crois que c'est déjà un aveu d'impuissance que sûrement que ces terroristes sont en train de lancer. Et il faudrait aujourd'hui que l'armée béninoise s'organise. J'ai suivi un peu la déclaration du ministre de la Défense du Bénin et qui disait que c'est le moment où jamais de renforcer effectivement après donc ces attaques. Ah bien sûr, d'équiper l'armée béninoise par rapport à tout ce qui se passe. Donc je crois qu'ils ont souhaité effectivement la bienvenue à Wadani par rapport à cette attaque. Il faudrait maintenant, dans la mesure du possible et dans la proportion de cette attaque, il faudrait effectivement que le Bénin, le Burkina, le Togo et le Niger puissent coaliser par rapport effectivement à ces terroristes-là. Renaud. C'est vraiment l'impératif, je dirais, de la coopération internationale entre les différents pays là, qui est pour moi essentiel. Donc pour toi, déjà, c'est aussi un test pour le nouveau président? Oui, la dimension de communication de guillemets est indéniable parce que le timing est trop proche pour ne pas être un fait de com, une com de fait. Et d'autant plus qu'ils ont compris l'importance de la dimension de communication de symboles qu'ils ont emporté les corps de leur côté pour ne pas donner à l'ennemi, c'est-à-dire aux Béninois du coup un chiffre communicable. Et ça montre vraiment l'ampleur du défi, l'impératif de la coopération. Je ne suis pas nécessairement aussi optimiste que mon prédécesseur sur la suite, mais j'espère vraiment qu'on ira dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de coopération entre ces différents pays et aussi avec le Togo et pourquoi pas même le Nigeria à côté pour vraiment coopération avoir... à court terme. À court terme, même dans une vision plus longue, parce que la question structurelle du terrorisme et du djihadisme dans ces zones-là, il faut prendre toute l'occasion de le dire, ce n'est pas le problème d'un seul pays, ce n'est pas le problème d'un seul voisin, c'est un problème de tous. Et d'une manière ou d'une autre, on doit être comme des mousquetaires dans cette approche-là, c'est-à-dire un pour tous et tous pour un, parce que si on laisse un bout de flamme sur le toit du voisin, un jour ou l'autre, ça retombera de l'autre côté. D'autant que de toute façon, dans ces zones-là, ce sont les mêmes peuples qui peuplent les différents versants de la frontière. Et donc, il faut vraiment aller dans cette approche de coopération transnationale.
régionale pour dépasser les frontières finalement que les terroristes, eux, ne respectent pas, justement, et aller dans Parce une approche qu'eux ne cohesive. respectent pas les frontières, mais les dirigeants et les Et ils populations sont des pays bien respectent obligés, ces frontières. parce que les souverainetés obligent, il faut quand même te tenir compte de ces espaces-là, sauf dans le cadre de coopération où on s'entend pour informer les uns et les autres qu'on est rentré dans tel ou tel territoire. Et de ce côté-là, le fait que ce coup de com' sanglant et tragique pour les frères du Bénin tombe à 2 jours à après quelques jours à l'investiture de Remy Ouadani. mais dans le même temps aussi, l'arrivée de M. Ouadani au pouvoir a permis quand même, et ça c'est intéressant, a ouvert une fenêtre de nouvelles discussions entre les pays du Sahel et le Bénin, sans avoir à nécessairement revenir sur ce qui s'est passé. Donc tout le monde a pu garder un peu la tête haute. On fait comme si il n'y avait pas nécessairement de passif. D'antécédent. Et on ouvre la porte à un dialogue que je pense que l'une ou l'autre partie attendait, hein. Mais comme il fallait sauver la face, il fallait garder la tête haute, c'est difficile de tendre la main le premier quand on s'est froissé. Et donc dans cette nouvelle approche, dans cette nouvelle arrivée de Ouadani, on va espérer que la collaboration ira au-delà de la simple visite des délégations et qu'on pourra aller vers quelque chose de plus cohésif et cohérent au niveau de la sous-région, notamment surtout sur le terrain sécuritaire. Ouais, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qui a favorisé même l'expansion du terrorisme au nord du Bénin? Non, je ne saurais le dire précisément. Qu'est-ce qui a favorisé? C'est l'espace, la recherche de l'espace. En fait, ce groupe recherche de l'espace. Alors, tout ce qu'il faut faire pour acquérir l'espace nécessaire et s'installer, en réalité, c'est l'ambition aujourd'hui. Et je crois que les pays qui sont attaqués comprennent cela. Les pays qui sont aujourd'hui victimes de ces attaques comprennent qu'il y a lieu de renforcer leurs mesures sécuritaires. Et au Bénin, essentiellement, l'opération Mirador, vous n'êtes pas sans savoir que l'opération, là, est en cours depuis 2022. Depuis 2022 et renforcée vers la fin 2024-2025 et déjà en profiter même de renouvellement, hein, des outils militaires pour opérer les théâtres sanglants que nous avons vécu en décembre dernier pour parler des coups d'État manqués au Bénin. Et donc c'était dans la logique de renforcer la structure de combat contre ces terroristes-là qui veulent juste avoir un espace à eux afin de créer leur État à eux pour les entreprises sanguinaires. Alors, c'est le motif assez clair. Le Bénin n'était pas touché par cette pandémie, ces attaques terroristes par le passé, d'autant plus que aussi le Togo, le nord du Togo n'était pas aussi concerné. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est toute l'Afrique qui est concernée par ces interventions nocives et il y a lieu de continentaliser, si le mot existe, la lutte et le programme de lutte contre ces dangers, ces sanguinaires-là. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour ne pas que parler du sang au Bénin. Je voudrais par ici, parce que c'est la première fois que j'interviens au plateau après cette scène élégante qui s'est passée le dimanche dernier au Bénin. Je vais parler de l'investiture du nouveau président Ouadani. Félicitations aux Béninois. Alors, comment construire donc la sécurité par la poursuite du développement des services sociaux de base, comme l'a promis le président Ouadani dimanche dernier? Je crois que c'est vraiment une très belle question que vous avez posée. Et ça devait être effectivement le socle de tous les États, pas seulement le Bénin. Quand vous avez posé la question de savoir, le Bénin n'était pas attaqué et les autres pays, et qu'est-ce qui motive ces attaques? En fait, c'est la pauvreté. Et puis quand vous voyez un peu l'espace et les régions qui sont attaquées, c'est les régions les plus pauvres. Où quand les gens là viennent, ils promettent ciel et terre aux gens, et puis les gens acceptent. C'est-à-dire qu'on te donne 5 000, peut-être on t'achète une moto. 5 000 euros ou 5 000 c'est ça, bien sûr. On t'achète une moto, toi tu penses que tu es au ciel. Vous voyez, donc, et quand c'est comme ça, les gens s'adonnent parce que les gens, toute leur vie, n'ont jamais vu 5 000 francs, ils n'ont jamais vu 500. Non. Et quand on fait ça... S'il te plaît, Jacques. Oui. Non, mais écoutez, vous avez été à l'intérieur. Si vous rentrez à l'intérieur, c'est deux mondes différents de ce que nous avons. 5 000 francs, c'est pas. Ah, bien sûr. Mais je vous dis, mais écoutez, quelqu'un peut donner à l'échange peut-être à sa fille ou bien à une femme 5 000 et il prend la femme et il s'en va. Donc, au fait, c'est ce qui se passe. Donc, il faudrait aujourd'hui le discours que Ouadani a prononcé par rapport au développement des services sociaux de base. Services sociaux de base, je crois qu'il tient le bon bout. Et ce qui était plus intéressant au cours de sa campagne, vous avez vu qu'il a fait une campagne de proximité, c'est-à-dire qu'il allait vers les gens. C'est-à-dire que ce n'était pas une campagne où on rassemble les gens, on essaie de parler, mais il rencontrait les gens. Il a rencontré des femmes, il a rencontré des jeunes, des chauffeurs, pour essayer de leur poser des questions, de savoir quels sont leurs besoins, après maintenant venir satisfaire. L'autre aspect de la chose,
Une chose est d'écouter, une chose est de dire j'ai noté, une chose est maintenant de se mettre au travail. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Ouadani, les Béninois, surtout ceux qui il est allé vers le tréfonds de l'intérieur pour écouter les gens ne pourront pas le pardonner d'ici 2 ans s'il ne met pas à l'œuvre pour satisfaire effectivement leurs besoins. Et on a parlé de l'eau, on a parlé effectivement des routes, donc il faudrait aujourd'hui qu'il le fasse. Parce que quand vous voyez, étonnamment, pas seulement au Bénin, même au Togo, il y a des jonctions entre les villages, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que, surtout en saison pluvieuse actuellement, il y a nos frères, nos sœurs qui ont des cultures à la maison, mais comment faire transporter cette culture d'un point A à un point B avec cette saison des pluies, c'est tout un problème. Donc, il faut satisfaire effectivement les besoins sociaux de l'homme. C'est-à-dire que si on arrive à le faire, je vous dis que ces terroristes-là ne pourront pas exploiter nos frères, nos sœurs, en leur donnant, leur promettant les terres et que cela n'existe pas. Ils sont en train de vendre du pipeau effectivement aux gens. Mais comme les gens n'ont pas d'alternative, ils sont obligés effectivement de se donner. L'autre aspect, il faudrait aujourd'hui, comme on l'a dit, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, que ce soit le Niger, le Burkina, le Ghana, il faudrait que les services de renseignement partagent effectivement les informations. Étonnamment, il n'y a aucune armée plus puissante au monde si cette armée-là ne partage pas les renseignements. Aujourd'hui, l'atout que le Togo... Ne partage pas ou ne dispose pas? Non, il dispose. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, quand il y a un peu la calmie vers chez nous, au nord du Togo, c'est parce qu'à un moment donné, et le Burkina et le Togo ont compris qu'il faut partager les informations. Vous allez voir qu'il arrive à un moment donné que les Burkinabés poursuivent effectivement cette terroriste-là vers le Togo. Vice-versa, le Togo aussi rentre dans le territoire du Burkina pour effectivement attaquer ces gens. Donc je crois que s'il y a cette collaboration entre les pays, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on va les éradiquer, mais il faut reconnaître que les choses vont quand même baisser un peu par rapport aux attaques. Renaud. Il y a une dimension qui est également essentielle dans cette lutte-là, au-delà des questions sociales qui sont fondamentales, parce que c'est le terreau sur lequel on recrute les individus. Dans un contexte de désertification qui avance, de perte des terres cultivables, ça pousse de plus en plus de gens au-delà de leur berceau d'activité originelle, et cela crée évidemment des clashs. Et quand on a une baisse continue de ces recettes et que quelqu'un vient avec des sous et tout ça et des armes et disant on va faire la grande conquête, on va être des hommes, on va conquérir, ça crée cette facilité-là. Au-delà de cette dimension sociale qui est fondamentale et qui explique que la plupart de ces pays, là, notamment au Togo, sont à côté de la question sécuritaire et militaire sur la question du social pour appuyer les populations. Au-delà de ça, il y a un volet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de bloquer les flux de financement illicite. De la part des terroristes. Oui, là d'où vient l'argent pour les terroristes, parce que c'est avec l'argent qu'on achète les armes, c'est avec l'argent qu'on achète les hommes. Et une bonne partie de cet argent-là, il faut le dire, vient soit de trafic illicite. C'est aussi pour ça qu'ils veulent acquérir certains territoires pour exploiter de façon clandestine, soit l'or, soit d'autres minerais là-bas directement, ou même prendre des droits de passage, une espèce de taxes qu'ils prennent. Justement, comment bloquer ces trafics-là, parce qu'ils ne passent pas forcément par le circuit. C'est un énorme, c'est vraiment une énorme patate chaude, parce que cela amène aussi à se confronter à une autre dimension de cette lutte qui est la question de l'ingénierie financière. D'où vient l'argent? Et je le dis en général, il vient souvent beaucoup du Moyen-Orient, c'est-à-dire des pays du Golfe. Mais ça ne passe pas forcément par les banques. Parce qu'aujourd'hui, on demande au niveau de la banque de justifier la raison pour laquelle le problème des lois, vous venez récupérer votre propre argent. Le problème des lois, c'est que c'est comme l'étoile d'araignée. C'est-à-dire que plus vous êtes petit, plus ça vous arrête, mais plus quand vous êtes gros, vous passez au travers. Les gens qui ont 5, 10, 20 millions de dollars à faire transiter, savent comment faire transiter 10, 20 millions de dollars. C'est facile d'arrêter le petit comptable, l'instituteur qui veut transférer 500, 600 000 francs, mais c'est un peu plus difficile quand c'est 500, 600, 700 millions, parce que lui, il saura qui corrompre et qui soudoyer ce genre de choses. Donc, il y a une autre dimension de la lutte là qui est plus sérieuse. Il y a également des circuits opaques de financement par des systèmes d'Alawadar, des réseaux qui sont au-delà de la finance classique, et même le schéma que moi j'estime être une forme de financement où dans le Sahel il y a ce scénario très étrange où on dit qu'un Émirati se retrouve là-bas kidnappé et on pèse sa rançon à 10, 20, 30, 50 millions de dollars. C'est-à-dire le budget d'armement sur plusieurs années de tout un pays. Ouais. Et donc, on est dans un contexte où, quand on a un tel niveau de capital qui arrive, de cash qui arrive, quand on est aidé aussi, il faut le dire, par des acteurs comme les Ukrainiens qui aujourd'hui peuvent pour un peu faire chier les Russes,
aident certains mouvements terroristes dans d'autres parties du Sahel. On se retrouve avec